puisque tout le monde parle du livre numérique, mais on se demande bien au fond qui serait capable de nous dire de quoi il s'agit précisément. Il ne s'agit pas de revenir ce soir sur les éternels débats, est-ce que le livre numérique va tuer le livre papier? J'ai presque envie de dire ce soir, peu importe. La vraie question est que peut-on faire de nouveau avec les nouveaux outils dont on dispose, mais tout en restant dans le domaine du livre. Alors on va donc s'immerger avec nos invités dans ces créations numériques pour comprendre comment elles sont conçues, quelles démarches éditoriales elles sous-tendent. Et ce soir nous parlons bien des livres numériques multimédia ou enrichis, et notamment ceux qui ont trouvé leur avènement sur les fameuses tablettes numériques. Je ne vais pas aller plus loin dans la définition parce qu'au fond ça va être un peu tout l'enjeu de cette table ronde, au-delà des fantasmes qu'il suscite. Qu'est-ce qu'un livre numérique multimédia? Qui le fabrique? Comment? Et quel avenir a-t-il? Et puisque l'auteur est à l'origine du geste de création, j'aimerais bien commencer avec vous, Benjamin Lacombe, en commençant par nous montrer votre livre enrichi, L'herbier des fées, et en nous expliquant ce qu'il apporte par rapport à sa version papier, et en quoi cela reste tout de même un livre. C'est issu donc de ce livre-là, qui est un livre papier, parce qu'en fait c'était... Alors c'est marrant parce que quand j'ai entendu les intituler tout à l'heure entre les allers-retours entre le papier et le numérique, je me suis senti concerné aussi, puisque c'est vrai que c'est l'objet aussi de ce livre-là, puisque c'était un projet qui était bicéphale. Parce qu'il y avait un livre papier qui était... c'est bon, ça marche ou pas? Ça marchait. Ça marchait, oui. Il y a un livre papier et donc son pendant numérique que j'ai vraiment conçu dès le départ. Dès le départ, ça faisait partie du projet, à savoir cette double narration, cette double façon de raconter la même histoire. Pourquoi ce livre-là? Pourquoi ce livre-là en numérique? Pourquoi j'en ai pas fait d'autres d'ailleurs jusque-là? J'ai une nouvelle idée que je vais faire d'ailleurs en fin d'année prochaine. Il faudrait quand même qu'il marche parce que sinon ça va pas être facile. Attends. Ah, ça y est. Là, il ne faut plus y toucher. C'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, parce qu'en fait, il s'agissait... le personnage est un personnage qui s'appelle... c'est un personnage fictif, mais qui s'appelle Alexandre Bogdanovitch, qui est chercheur et qui est amené à découvrir un nouveau monde, un monde microscopique sous ses pieds. En fait, on suit comme ça le parcours de ce personnage, au départ avec des planches très très scientifiques, comme un carnet comme ça de recherche, qui va petit à petit se développer au fur et à mesure que son regard sur ce qu'il l'observer jusqu'à présent va cesser d'être une observation, enfin une analyse et une observation, mais il va vraiment regarder en fait les êtres qu'il découvre et il va découvrir vraiment un nouveau monde, essayer de communiquer avec. Enfin bon, je vous montrerai au fur et à mesure. Et en fait, je trouvais ça très intéressant d'amener cette idée de découverte d'un nouveau monde par aussi la découverte d'un nouveau média, qui était effectivement le média numérique, qui est tout à fait un nouveau monde pour nous, auteurs, mais aussi pour les lecteurs. C'est une nouvelle façon de raconter les histoires, et du fait que je partais de cet esprit de recherche scientifique, on pouvait amener aussi par l'interaction, par l'interactivité, à toute cette idée aussi de la recherche et de quelque part prolonger un petit peu ce qu'on nous propose tout de suite. Si au départ les interactions sont assez simples, parce que bon là c'est simulé, je ne sais pas si on le voit bien parce que c'est rétroéclairé, mais il y a des petits éclairages sur les endroits qui sont interactifs. Donc par exemple, vous regardez en haut là, on peut regarder, on peut regarder juste tout plein de légendes comme ça qui s'ouvrent, mais petit à petit, plus on va aller loin dans le livre, et donc plus le personnage se perd aussi dans ce monde, plus le lecteur aussi a des nouvelles possibilités d'interaction. Par exemple, bon, ici, effectivement, on peut regarder ce qu'il y a sous la plante, parce que c'était aussi, dans le livre papier, j'ai travaillé pas mal sur l'objet, et sur un objet qui représente un petit peu comme un facsimilé de ce qu'on pouvait trouver, les carnets scientifiques qu'on pouvait trouver à l'époque où il y avait pas mal de découpes, de calques, et là où l'objet comptait beaucoup et où la main, les matières que j'utilisais allaient compter beaucoup, il fallait restituer quelque chose de différent en fait, un apport différent avec le livre numérique. Et c'est vrai qu'un des gros apports aussi, c'est le son. Bon là vous l'entendez pas, mais il y a un son, et la vidéo, au-delà de l'interaction. Par exemple, à chaque fois qu'il y a des petites bobines,
c'est... Voilà. On le voit. C'est comme des petits instantanés, comme ça, comme des petits documents de recherche du scientifique, où on voit les êtres en question, là, qui vivent... Bon, alors, pour ces petites secondes, là, c'est énormément de travail, parce que c'était fait à la main, enfin, en animation à la main, j'ai fait ça avec on était deux à animer tout ça. Et c'est vrai que... Mais c'est assez formidable, parce que c'est vrai que cette idée aussi, même pour les enfants, parce que c'est quand même un livre, bon, qui n'est pas tout à fait pour les petits-enfants non plus, majoritairement, à vrai dire, ce sont des adultes qui le lisent, mais bon, quand même. Et il y a cette idée aussi d'interaction, par exemple, sur ce personnage-là, on peut regarder à l'intérieur, on peut aussi... Et plus... Attendez, plus on avance, plus il y a des... Attendez, je vais essayer de trouver... Oui, bon, ça aussi, je trouvais ça amusant. C'est vrai que dans le livre, il y a des pages de lettres, comme ça, et c'est vrai qu'on ne peut pas voir en dessous. Et moi c'est quelque chose qui m'a toujours... Et c'est vrai qu'avec le livre numérique, on a maintenant cette possibilité, puisque c'est vrai qu'on peut, voilà, on peut regarder, déplacer, fouiller en fait, comme ce scientifique finalement. Vous venez de dire c'est amusant, en fait avec l'interaction finalement vous êtes beaucoup amusé, vous avez essayé des choses et on sent que vous vous amusez avec votre projet éditorial. Ah ben mais ça doit être le cas de tout projet, enfin je pense que ce soit en papier ou en livre, je ne fais pas des projets qui m'intéressent, j'ai besoin d'être passionné en fait par les projets, et c'est vrai que ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que c'est pas... toutes les animations que j'ai fait, par exemple là, voilà, on peut l'ouvrir, on peut vérifier ce qu'il y a dedans. On est vraiment dans la démarche du projet en fait. C'est-à-dire que concrètement, le fait de jouer comme ça sur lesquels, d'avoir ces petits films, se justifie en fait dans la narration. Et c'est vrai que c'est amusant. Bon après, c'est amusant, bon, c'est quand même énormément de travail. Je vais vous montrer si vous voulez, parce qu'à la fin, c'est aussi un des atouts du numérique. C'est vrai qu'on n'est pas limité en nombre de pages, donc le nombre de pages est plus élevé qu'ici. Et à la fin, on a même mis des making-of permettent de montrer comme ça un petit peu l'envers du décor, mais c'est beaucoup de travail. C'est vraiment, d'ailleurs, je ne me doutais pas que c'était à ce point du travail. Je veux dire, c'est vrai que, pour vous montrer, je vais vous montrer un deuxième petit film, vous pouvez voir. Je ne sais pas si on voit bien là, parce que comme vous avez laissé la lumière, je pense que vous allez très mal voir. Il faut s'imaginer qu'en fait, à chaque seconde, il y a une vingtaine de dessins. Donc, c'est vrai que ça paraît très court comme ça et très, très simple. Et voilà, par exemple, je vais vous montrer un petit making-of d'une des... Donc ça, c'est à la fin du livre, c'est pas mal, parce que là, vous voyez ce qu'on appelle les frames, c'est-à-dire toutes les petites étapes d'animation pour un quart de seconde. Et d'un seul des personnages, vous allez voir là-dedans, il y en a plusieurs, donc là, vous allez voir toutes les étapes de... Bon, ça c'est très technique, mais c'est aussi l'intérêt. Donc là, c'est ce qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire que j'explique en fait au tout départ, parce que l'animation ça coûte très cher, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'histoire du coût, hein. Donc on doit vraiment être très précis en fait dans ce qu'on va faire. Ensuite, il y a l'animatique, c'est-à-dire qu'on va filmer le storyboard en temps réel, c'est-à-dire vraiment le temps de l'animation. Voilà. Puis vient l'animation crayonnée, donc qu'on appelle rough animation, où là c'est juste le trait. Donc on avait fait avec un animateur qui s'appelle Nicolas Kéré, on l'avait fait à deux. Et après il y a la finalisation, c'est-à-dire que chaque frame et petite chose animée a été peinte, une à une, et on a fait le compositing, c'est-à-dire tous les petits effets de vieillissement, parce que c'est vrai que c'est censé être des caméras du 19e, hein. Donc du tout début 20e siècle, fin 19e, donc ça devait pas être... On voit là qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions. Vous êtes dans une démarche assez maximaliste de l'utilisation de l'interaction dans le livre. Qu'est-ce qui fait que c'est encore un livre et que c'est pas un jeu vidéo? C'est vraiment quelque chose auquel j'ai veillé. Déjà, tout d'abord, le texte, on le lit. Il n'y a pas une voix qui vous le lit, c'est pas les vidéos, vous avez vu, elles n'ont pas de... Bon, a fortiori, vous n'entendez pas du tout le son. Mais en fait, le son est une bande-son générale, en fait, qui boucle comme ça, et qui donne une ambiance, en fait, qui met dans une ambiance, mais qui ne va pas lire à la place. Donc, c'était même pas un livre audio. C'est, en revanche, la différence, c'est que, comme je disais, toutes les interactions sont au service de la narration. Et le lecteur est actif aussi, c'est-à-dire c'est vrai qu'il interagit avec le livre, avec le contenu, mais
moi en tant qu'auteur, vraiment je compte une histoire. Ce n'est pas comme dans un jeu comme ça, on peut fureter, on peut musarder, aller par ici, par là, explorer une partie et pas une autre. Non, là on suit un déroulement, une narration de page en page, les interactions arrivent, quelque part elles sont guidées en fait par la narration, et on n'est pas dans une idée effectivement du jeu où quelque part on peut effectivement vraiment musarder, c'est-à-dire prendre un peu ce qu'on a envie, comme on en a envie. Non, il y a une vraie narration, une vraie intention d'auteur. Et c'est ça, et c'était ce à quoi vraiment j'ai veillé. D'ailleurs, c'est vraiment ce livre-là m'a fait prendre conscience de ce qu'était un livre au-delà de son aspect matériel. Parce que c'est vrai que, bon, a fortiori là avec l'e-book, d'ailleurs quelque chose que je trouve très bête, il y a cette espèce de simulation des pages là, qui est impossible. Parce qu'il faut aussi penser aux contraintes, parce que nous on a passé notre temps à aller au-delà en fait des contraintes, à aller au-delà des bords qu'on nous a mis, parce que c'est vrai que c'est un logiciel qui est lisible sur plusieurs outils différents, l'iPad, l'iPhone, bientôt d'autres tablettes aussi, et c'est vrai que l'e-book, qui est cette espèce de norme, impose aussi beaucoup de choses, entre autres ces effets là un peu kitsch de livre, donc nous on a limité au maximum, mais aussi parfois ça ennuie pour l'interaction, parce que par exemple, normalement quand on touche n'importe où sur le milieu, ça mettait à faire apparaître quelque chose qui est ça. C'est-à-dire ça c'est le propre de l'e-book. Et rien que ça c'était infernal parce que dès qu'on touchait en fait pour interagir avec le livre, on se retrouvait avec cette espèce de barre infernale là, qui apparaissait, qui fichait en l'air tout le graphisme. Donc déjà ça on a dû reprogrammer l'e-book pour que en fait ça ne marche que si on touche là. Donc au départ on met un petit mode d'emploi, on explique, mais aussi c'est vrai que il y a cette idée de page, mais ça va au-delà, c'est vraiment dans l'idée. Et c'est très difficile ce que vous disiez, que c'était un super... En fait, non, j'ai aussi évité certaines choses. Il y avait des idées que j'avais eues pour faire apparaître un peu de couleur, que je me suis empêché de faire, parce que à partir du moment où elle ne se justifiait pas dans la narration, l'animation, pour moi, elle devenait obsolète. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait vraiment s'accorder aux propos, et aider en fait à raconter cette histoire. Elle ne devait pas simplement être de l'épate, pardon. ça devait vraiment se lier. Alors j'aimerais bien qu'on jette un coup d'œil maintenant à l'homme volcan pour se rendre compte à quel point, peut-être Florence Hueux, si vous voulez bien vous déplacer pour éviter les petits problèmes techniques, qu'on se rende compte à quel point le livre numérique multimédia peut recouvrir des réalités radicalement différentes et avec des approches très différentes. Donc voilà, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu votre démarche éditoriale et aussi notamment comment, en tant qu'éditeur, vous devez peut-être parfois limiter justement les envies d'interaction que pourrait avoir le créateur et poser des contraintes. Bon, alors je commence par vous montrer ça et après je te réponds. Donc L'Homme Volcan, c'est un récit qui n'existe pas en papier, contrairement à L'Herbier des Fées, qu'on a sorti en décembre 2011. C'est l'histoire d'un petit garçon qui tombe dans un volcan. C'est une application, donc Benjamin parlait des formats de lecture, là on est sur un autre format de lecture, c'est pas un e-pub, on n'est pas sur quelque chose de contraint par un moteur de lecture, on est sur du code natif fait pour, en l'occurrence, les iPads et les iPhones. C'est pour ça que vous voyez que l'interface de lecture est assez différente. Ici, on n'a pas des pages qui se tournent, on a un chemin de fer qui est vertical et horizontal, où vous passez les différents chapitres comme ça, et puis vous pouvez déjà, si vous voulez, tout de suite aller à la fin de l'histoire ici. La principale idée de ce moteur de lecture, en tout cas de cette interface de feuilletage, c'est de donner la sensation au lecteur de l'ensemble de l'œuvre à lire qu'il a devant lui. Ce qui est compliqué en numérique, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est. On a parfois un chemin de fer, mais on n'arrive pas à estimer, comme avec un livre papier, l'épaisseur du livre. Là, voilà, l'idée c'est de se dire, on se déplace dans cet ensemble-là, qui est l'ensemble de l'œuvre, et ensuite, on rentre dans la lecture, avec 3 gestes très simples. Et le premier, c'est « je touche ». Là, on m'explique qu'il y aura un deuxième geste qui sera de pincer pour revenir à la vue principale. Et le troisième geste, c'est simplement celui-ci de... Là, je passe mon doigt comme ça.
passer les pages. Donc les gens qui feuillettent ce livre sans le lire se disent bon, c'est assez classique, enfin à la limite c'est même presque du PDF, on dirait que c'est de l'image et puis on passe les choses. Tout le travail qu'on a fait d'animation, d'ergonomie, à mon avis assez innovant dans le contexte d'une lecture numérique, c'est d'intégrer entre les pages des passages animés, interactifs. Donc là je ne sais pas si vous voyez, mais en réalité derrière ça bouge, donc des choses apparaissent petit à petit. Et ça découvre des éléments illustrés. C'est des illustrations de Frédéric Perrin qui sont interactives parfois. Là, c'est pas interactif. Donc ça, ce sont des parallaxes. En fait, vous avez une première couche de typographie, une deuxième qui sont des brumes, et une troisième qui correspondent à des animations ou à des illustrations. On se déplace dans ces champs-là, qui se déplacent à des vitesses différentes, et du coup, on découvre ou pas, selon l'endroit où on est, selon l'action qu'on fait, les éléments d'illustration. L'histoire en 2 mots, c'est un petit garçon qui tombe dans un volcan et qui revient hanter sa sœur sous forme d'un petit fantôme incandescent. Donc c'est de la littérature de fiction jeune adulte, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que Mathias Mathieu, donc, qui a écrit ça, qui a aussi fait la musique avec son groupe Dionysos, a un univers assez graphique. C'est quelqu'un qui travaille aussi dans l'animation, dans le film, qui touche à tout ce qui concerne la technologie, etc. Donc c'était pas un hasard qu'on aille le voir. Et ne serait-ce que la thématique de ce personnage incandescent qui traverse des matières, qui vient hanter les personnes, qui se déplace et qui apparaît, disparaît, traverse des choses, etc. Ça nous paraissait intéressant de jouer là-dessus du point de vue de la profondeur que permet l'écran, en l'occurrence, et que ne permettrait pas un livre en papier, où vous êtes en 2 dimensions. Donc nous, on a essayé de beaucoup travailler sur ces effets-là de déchirement, de fumée, de pâte, de crème, de matière, etc. Je vous montre juste quelques autres moments de ce livre. Là, par exemple, c'est le moment de la chute. De la même façon que l'herbe des faits, c'est animé à la main aussi, donc c'était un travail très long. Et donc là, on est dans l'interaction, puisque je peux contrôler ce mouvement-là. Donc un autre instant du texte. Donc là, c'est une scène qui se passe dans un pot de crème, entre ce personnage principal et une fée. Je sais pas si on peut... Je pense pas qu'on voit très bien toutes les couleurs derrière, mais disons que de la même façon, voilà, on agit sur ces éléments-là. Ça paraît assez simple, la démonstration. En réalité, ça a été une contrainte très forte que nous, on a imposée aux créateurs. Donc, création sous contrainte à 110%. Mais bon, ils sont très contents, donc ça va. Donc on a redécouvert une façon de créer de façon très contrainte auprès des créateurs, parce que justement, eux avaient envie de faire plein de choses, et nous, on est arrivé en disant, on veut quelque chose qui soit un livre, qui soit de la lecture, qui n'empêche pas l'immersion du lecteur dans l'histoire. Ça, c'était un des principaux enjeux. Donc on a essayé de ne pas aller vers des enrichissements, on va dire, superposables, en tout cas vers des choses qui viennent perturber l'activité de lecture. Je baisse un peu la musique. On imaginait assez bien, je ne sais pas si vous voyez du texte, avec ensuite des enrichissements fonctionnels, des choses surajoutées qui permettent d'aller sur de la vidéo, sur de l'animation, sur... Voilà. Là, c'est pas le cas. L'autre caractéristique de tout ça, c'est que c'est multilingue. Donc, ici, vous pouvez faire varier les langues. Donc, on l'a sorti en anglais, en espagnol, en français et en japonais. Alors, c'est intéressant parce qu'en ce moment, par exemple, on est en train de faire une opération de gratuité sur ce livre. Et ça marche très fort au Japon. Il y a plus de lecteurs au Japon qu'en France, par exemple. Alors, je ne sais pas si la traduction en japonais est meilleure que le texte en français. Je n'ai pas encore lu tous les commentaires des lecteurs japonais, mais en tout cas, c'était un des premiers signaux positifs d'ouverture à la commercialisation de ce genre de livre depuis un seul endroit, puisqu'on contrôle la commercialisation sur l'ensemble des plateformes, en l'occurrence d'Apple. Voilà. Alors, on se rend compte quand même sur les 2 projets qui sont très différents, qu'on retrouve un certain nombre de caractéristiques qui correspondent au code du livre quand même. Nolwenn Trémondard, là j'aimerais qu'on en parle avec vous, puisque vous avez étudié l'imaginaire des éditeurs, comment ils se représentent le livre et donc le livre numérique, et comment finalement ils mettent des contraintes pour retrouver les codes du livre. Oui, alors en fait, vous m'entendez ?
En fait, j'ai mené un petit travail d'enquête auprès d'une dizaine de start-up du livre numérique, donc pas auprès des maisons d'édition traditionnelles, pour essayer de comprendre un peu mieux finalement quelles étaient leurs représentations qui guidaient en fait la conception de ces nouveaux objets éditoriaux. Là, on en a vu deux. Vous voyez déjà que c'est extrêmement différent dans la conception, dans la représentation du livre, de la lecture. Et donc voilà, donc quelques éléments que m'ont confié ces éditeurs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà un horizon d'attente qui est entièrement tourné vers le livre. C'est-à-dire que le livre numérique, c'est quelque part le prolongement du livre. Ces éditeurs veulent créer une forme de passerelle en fait entre ces deux formes de lecture. C'est-à-dire pourquoi pas, finalement, si on arrive à lire un livre numérique, pourquoi pas après passer au livre imprimé. Donc on essaye vraiment de trouver finalement une jonction entre les deux. Donc on reste quand même beaucoup dans l'univers du livre, sur le livre numérique, et ça se retrouve à travers les deux exemples qu'on a vus là, où on voit comment finalement le livre est remédiatisé à l'écran, à quel point on a besoin de repères, puisque en général dans les œuvres de fiction, c'est rare de trouver un sommaire. Là, visiblement, dans le livre numérique, il y a un besoin de recréer ça. Donc là, effectivement, là, le choix, c'est celui d'un sommaire visuel, où l'ensemble du livre est représenté page à page. D'autres éditeurs font le choix de repérage curseur, en se disant bah, finalement, on est aussi habitué à la lecture numérique sur le web, l'ordinateur, donc pourquoi pas. La page qui se retrouve dans chaque livre, avec effectivement des effets de texture, de matériaux, comme pour créer une épaisseur en fait, pour garder en fait recréer finalement cette épaisseur du livre quand on a peur de perdre finalement dans l'espace numérique. Donc on reste vraiment sous cette forme en fait d'un objet clos fini. Voilà, et donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est la question de l'interactivité et de finalement qu'est-ce que devient le livre quand il est porté dans un espace numérique. Alors tous ces éditeurs ont des promesses en fait de lecture, de nouvelles expériences de lecture, mais en fait ce qu'on voit c'est que on aimerait bien créer en fait une sorte de bien lire numérique qui soit différent de la lecture du web. C'est-à-dire la lecture numérique qu'on connaît sur l'ordinateur, sur le web, c'est une lecture fragmentaire, délinéarisée, de zapping. Et là, finalement, le livre numérique semble porteur d'un espoir de créer une lecture numérique immersive, proche de celle que l'on connaît avec l'imprimé. Donc ça, c'est l'espoir, hein, c'est la promesse qui est, en tout cas, qu'un certain nombre d'éditeurs se font. Mais après, il y a le problème du numérique et donc de l'interactivité et du fait qu'on est sur un objet qui est manipulable. La lecture, elle est gestualisée. Donc on va, pour certains, en fait, on va faire le choix de tourner la page, de reproduire cette gestuelle, de tourner la page en se disant finalement, quand on lit, pour bien lire, on manipule pas, il faut avoir un geste naturel. C'est la seule bonne manière en fait d'arriver à lire. D'autres font le choix d'une interactivité plus prononcée, mais se pose néanmoins la question de qu'est-ce que devient la lecture dans ce nouveau type d'objet. Donc à chaque fois en fait on est un peu face à un dilemme, à un conflit entre finalement qu'est-ce que je peux offrir, jusqu'où je peux aller avec les potentialités du dispositif, jusqu'à quel point je peux créer de l'interaction. Est-ce que si je crée de l'interaction, le lecteur ne va pas se retrouver joueur, spectateur? Donc que devient finalement le lecteur dans cet ensemble? Est-ce qu'il ne va pas tenter de cliquer partout et donc ça va s'effectuer au détriment d'une bonne lecture? Donc où se situe la limite, la frontière entre les deux? Voilà, la peur de frustrer le lecteur aussi. Alors justement, le lecteur, est-ce qu'on sait ce dont il a envie? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'on sait si le lecteur il aime bien l'interactivité? Parce qu'après tout, il n'a peut-être pas envie d'avoir une vidéo qui lui surgit au milieu de sa lecture. Pour l'instant, je crois qu'on a très peu d'éléments. En fait, moi, j'ai eu que les représentations en fait, des éditeurs sur leurs lecteurs.
ils ont effectivement assez peur que ce lecteur soit frustré dans sa lecture. Mais vous avez peut-être eu plusieurs retours. Vous avez des retours de vos lecteurs, vous, qu'est-ce qu'ils aiment? Pour le coup, en fait, à l'ère du numérique et d'Internet, c'est très facile, parce que justement, ne serait-ce que sur l'Apple Store, sur les livres, il y a les commentaires en fait, qui sont disponibles, donc la réaction directe des lecteurs. Et on voit en fait tout à fait, bon alors en général, 50% c'est j'arrive pas à télécharger, ou machin, parce qu'ils ne se mettent pas en Wi-Fi pour télécharger, quand ce sont des contenus lourds, c'est très compliqué. Mais quand même, il y a des retours et j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit, bien que sur certaines choses, j'étais pas forcément tout à fait d'accord, entre autres sur le fait que j'entends l'idée qu'à la différence du web où on vient chercher une information et lire quelques contenus et finalement s'en détacher immédiatement, c'est vrai que l'objet d'un livre, puisqu'on appelle quand même des livres numériques, c'est précisément de se plonger dans la narration d'un auteur et pas d'être son propre narrateur quelque part, ce qui est l'objet en fait du web, où on décide finalement du contenu qu'on va lire et comment on va le lire. Donc c'est vrai que c'était ça pour moi l'enjeu, et c'est ça en fait qui différencie un livre effectivement de surfer sur le web ou d'aller voir un film ou de jouer à un jeu. C'est vrai que pour le coup aussi sur l'idée des textures et de jouer en fait sur différents outils et matériaux, je vis pas ça comme une dégradation de la lecture, parce que ça a toujours été l'objet en tout cas de mon travail d'auteur. C'est vrai que moi, mes livres, si je reprends mon bouquin, c'est vrai que dans la version papier, c'est un bouquin proche de ceux que je fais habituellement, c'est vrai que j'ai mis... on va s'ouvrir. Ça peut être compliqué aussi en papier. Il y a des découpes laser, il y a un jeu de texture, il y a aussi des calques, si j'arrive à en retrouver, avec pareil un jeu de transparence. C'est-à-dire que cette idée en fait d'avoir dans un même livre différentes textures, différents appels quelque part, c'est quelque chose en fait que je travaille déjà, donc je le vis pas du tout comme une contrainte ou comme quelque chose qui va abîmer la lecture, mais au contraire quelque chose qui va participer en fait à la lecture. Mais je pense que l'enjeu du numérique, c'est presque effectivement dans les choix qu'on va faire. Moi vraiment la question que ça m'a posée, c'était de ne pas se perdre et de pas effectivement avec tous les outils qui sont à la disposition. Après, pour le coup, le format EPUB m'y a bien aidé, parce qu'avec toutes les contraintes qu'il y a, on passait notre temps à pousser en fait un petit peu les murs. Mais voilà, moi je pense que si ça sert la narration, c'est intéressant. Oui, ce conflit entre la lecture immersive et l'interaction. Oui, en fait, c'était plus pour revenir à la question du lecteur. Enfin, c'est vrai qu'on a peu d'études, en fait. On a plein d'études sur les usages, mais finalement peu sur les pratiques, sur comment eux, finalement, ils reçoivent ces objets, quel est leur plaisir de lire L'Herbier des Fées ou L'Homme Volcan, quel imaginaire il en ressort, est-ce que l'alliance de ces médias avec le texte, comment tout ça, ça s'articule. Pour l'instant, on connaît peu les mécanismes de réception, donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire comme recherche à Paris 8. Sinon, sur les lecteurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, l'exemple de pincer pour feuilleter, pour revenir au sommaire, c'est un geste qui est ici utilisé pour revenir au sommaire, qui sur l'iPad peut être utilisé aussi pour zoomer ou dézoomer. Et j'ai vu aussi un autre livre numérique à date où ce geste est formellement interdit sous peine de bloquer la lecture. Donc en fait, le lecteur qui lit ce type de livre se retrouve face à plusieurs grammaires, gestuelles de lecture. J'ai vu justement sur des commentaires de lecteurs qui disaient mais le livre s'arrête à la page 7, quelle arnaque. Et en fait, juste, ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, on passait justement à un autre type de format, et donc au début on commence à tourner les pages, et puis d'un coup on arrive sur plus un format web ou appli où il faut cliquer. Et donc là, en fait, le lecteur, il faut qu'il ait des compétences un peu hybrides, où à la fois, donc il doit savoir lire un livre, mais également utiliser le web, scroller, et également s'adapter en fait à la grammaire tactile, à cette nouvelle grammaire tactile. Florence Houillot, vous gérez comment cette tension entre vos envies d'expérimenter en tant qu'éditeur et développeur numérique et
des envies des lecteurs dont on ignore pour l'instant la réalité. Alors, je ne sais pas si on les gère réellement. En réalité, je pense qu'on sait peu de choses sur les lecteurs, mais les éditeurs n'ont jamais beaucoup su qui lisait leurs livres. Pas nouveau, ça vient du papier. Et du fait qu'il y ait des libraires qui les vendent, donc les éditeurs ne vendent pas directement les livres. On sait quelques données, on commence à en avoir sur le livre numérique non enrichi. On sait que les gens les lisent parce que c'est pratique. Donc c'est pas du tout des questions de création, de révolution créative, etc. C'est 80% des gens qui achètent des livres numériques le font parce qu'ils peuvent le prendre en voyage, etc. On sait que les gens qui lisent ça ont des iPads, des iPhones. Donc ça veut dire aussi quelque chose. On parlait des gestes. Je pense pas qu'il y ait des gestes innés avec ces contenus-là, ni avec ces supports. On est dans la mise en scène, dans la contrainte, avec une grammaire qui commence à se faire. Effectivement, la façon de zoomer, la façon de se déplacer, ça c'est le cas. Après, si on s'en tient uniquement aux commentaires des gens qui ont acheté ces choses-là sur l'App Store, par exemple, globalement, les gens trouvent ça bien, trouvent ça trop cher, alors que là, ça coûte 4 €, trouvent ça trop court, et aimeraient en avoir plus. Donc, on va se dire que c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en tout cas pour nous, pour les point de vue des éditeurs, de savoir exactement ce qu'il y a derrière. On essaie de le savoir au moment de créer, parce que là, L'Homme Volcan, c'est une coédition, donc c'est Flammarion plus Actia Luna, qui est une agence de design. Donc le design, ça veut dire qu'eux travaillent avec des ergonomes, avec des gens qui testent ça. Un des critères de réalisation des pages, c'est que les gens à qui on montre ça et qui n'ont jamais entendu parler de livre numérique, il suffit qu'ils aient un instant de déconcentration ou de sortie de la lecture et ils ferment la chose. Ils vont voir leur mail, ils vont regarder les infos. Et donc c'est crucial et c'est radical et c'est sans appel par rapport à un livre papier qu'on peut laisser, reprendre, etc. Donc on sait que la sanction est immédiate sur ce genre de support. Alors là, vous nous dites que finalement on sait que vos lecteurs ont des iPads et des iPhones, et ça amène quand même une autre question qui est la question des formats, puisque L'Homme Volcan, on ne peut les lire que sur un iPad. C'est une application, contrairement à l'Herbier des Fées. Pourquoi ce choix d'application alors qu'il y a un format de livre numérique qui existe, qui est l'EPUB? Alors, vaste question. Nous, on a fait une application ici parce qu'on voulait être absolument sûr de maîtriser le rendu final de ce produit-là, ce qu'on ne peut pas faire en ePub. Le format ePub est un format récent qui commence à être intéressant. L'Herbier des Fées était le premier exemple, à mon avis, vraiment d'ePub enrichi, satisfaisant, même magnifique. Mais en l'occurrence, le format ePub en lui-même est un standard industriel qui est très récent, soumis à un moteur de lecture que nous ne contrôlons pas. Donc, tant que les éditeurs ne seront pas au capital d'Apple ou d'Amazon ou de gens qui fabriquent des machines, ils ne contrôleront pas la façon dont on fait les livres. L'éditeur, il sera garant uniquement d'un contenu, d'une idée de rendu à un moment donné, sachant que ça change. Dans 3 mois, peut-être que tout le monde a des iPads mini et que ça, c'est plus lisible du tout. Donc, on a voulu s'écarter de l'ePub pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas vers l'ePub. Nous, on fait aussi des ePubs enrichis. On fait aussi des sites web. Mais disons que ces questions de format-là, on a la chance parfois de sortir de ce débat-là, et on a essayé de le faire du point de vue éditorial en se disant on veut quelque chose dont on maîtrise absolument le rendu final, ce qu'on n'aurait pas pu faire en ePub. Après, c'est vrai que c'est une vraie question. Aujourd'hui, ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'iPad, pas d'iPhone ne peuvent pas le lire. Charge à nous de faire évoluer ce contenu-là, de le redessiner, d'en sortir d'autres versions sur d'autres supports, et de le faire évoluer. Est-ce que c'est pas un problème pour un éditeur de ne pas maîtriser le format et le support de la création? Est-ce que finalement, en exagérant un peu les traits, vous ne passez pas plus de temps à mettre à jour vos applications pour qu'elles restent lisibles et qu'elles restent au format, plutôt qu'à créer? Si, c'est terrifiant. Même nos livres numériques non enrichis, on passe notre temps à les refaire parce qu'il faut les mettre à jour, parce qu'il faut les corriger, parce que les supports de lecture changent. Donc on n'est plus dans un objet fini, on est dans des rendus dont on a la responsabilité quand même. Ça ne change pas par rapport au papier. Donc à la différence du papier, par contre, on ne peut pas se dire « ok, c'est ça, et maintenant ce sera ça, et puis c'est tout ». Donc c'est une vraie question. Je pense que aujourd'hui, pour vous dire à peu près la chose, on a une vingtaine de rendus différents, grand public en France, de livres numériques. Donc, testés
20 rendus différents pour un livre et le faire de façon industrielle, c'est très compliqué. Donc les éditeurs sont au début de l'enfance de l'art de ça. Alors sur ces produits-là, c'est pas le cas, parce que là on y passe du temps, parce qu'on est avec les créateurs, parce que c'est des budgets importants, on soigne la chose. Mais ne serait-ce que le livre numérique et le format EPUB en l'occurrence, c'est vrai que c'est un vrai défi pour les fabricants, pour les éditeurs, pour les auteurs, parce que faire un BAT et valider un livre numérique, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des discussions juridiques, politiques, réglementaires autour de ça, qui ne sont pas tranchées. Donc c'est un des enjeux principaux du métier d'éditeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on édite des rendus qui sont variables, qui vont varier, dont on ne maîtrise pas le rythme de variation. En plus, j'imagine qu'une application n'est pas soumise à la législation du livre. Alors c'est compliqué. Très récemment, par exemple, Apple a changé les paliers de prix de ses applications, et alors qu'on a une loi sur le prix unique du livre papier et numérique en France, faire une application, ça veut dire agréer à iTunes, qui est un service avec un contrat de service auquel on agrée, et qui effectivement n'est pas le même cadre légal que le livre. Benjamin Lacombe, vous, cette question du format, ça a un impact sur... Là-dessus, j'ai très bien compris, je trouve ça intéressant l'idée de... Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai souci, moi je trouve, on en avait parlé avant, je trouve que le vrai souci que pose aussi le numérique, qu'on n'a pas évoqué pour le moment, c'est l'histoire de la chaîne du livre, hein, qui n'est absolument pas conservée, et qui à l'heure actuelle est complètement régie par Apple, c'est vrai, et qui quelque part accepte et publie tous les contenus sans être un éditeur. Donc il y a aussi là, moi je suis auteur, j'ai travaillé avec ma maison d'édition et on a travaillé avec IGS, qui sont aussi des professionnels du secteur. Là on a aussi un éditeur qui a travaillé aussi sur un contenu, sur ce que vont lire les lecteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup des objets qui sont proposés sur l'e-book store et encore plus sur l'Apple Store, parce que c'est vrai que moi, ce que je trouve périlleux aussi dans le fait de faire une application, c'est que c'est vrai qu'on est vendu avec tout. C'est-à-dire que ce qui est aussi intéressant, c'est que dans l'e-book store, on est encore un peu dans une librairie, c'est vrai, parce que ce sont que des livres qui sont autour. Dans l'Apple Store, on est au milieu de tout, c'est-à-dire des outils promotionnels, de la vidéo, de la boîte de sardines, enfin tout est mélangé, quoi. Et les jeux. Et donc c'est vrai que c'est déjà des millions, donc on est perdu au milieu de millions. Et en plus, c'est vrai que ça donne, quelqu'un peut le télécharger sans savoir que c'est un livre, et effectivement presque être déçu et se dire oh, ben, c'est quoi et ça pose ce souci-là. Et moi c'est vrai que l'idée de la chaîne du livre me gêne beaucoup, parce que effectivement vous dites on n'a pas de retour des lecteurs à part les commentaires. La majorité des commentaires sont des problèmes techniques, ou alors sont ces gens qui ont beaucoup aimé qui le disent. On n'a pas vraiment un retour, tout simplement parce qu'on n'a plus de libraire. Parce que Apple n'est pas un libraire, n'est pas un éditeur, et pour le moment il joue le rôle des deux. Et c'est un vrai souci, parce que je pense que ce sont des personnes essentielles dans notre métier. Pour moi, un livre, il doit y avoir un éditeur, et il doit y avoir un libraire ensuite qui va le conseiller, et qui va avoir le retour des lecteurs, et qui va pouvoir faire le passage en fait. Et il manque ça. Et c'est vrai que ça pose la question en fait, tout simplement arriver à recréer la chaîne du livre, parce que c'est tout à fait possible. Faire des bornes peut-être dans les librairies, peut-être avoir aussi d'autres possibilités que pour l'instant effectivement Apple, qui aussi est très contraignant, il faut le dire, impose beaucoup de choses constamment, réclame. En fait, faut savoir que on est de la chair à canon pour vendre leur machine. C'est pas des éditeurs, ils sont pas là pour l'amour de l'art. Et nous, ils nous avaient donné des prix sur les revues d'effets, etc. Puis ils voulaient, au départ, parce qu'ils avaient beaucoup aimé le projet, ils l'avaient trouvé assez innovant, ils voulaient effectivement donner des cartes, envoyer des cartes avec des codes pour voir les trucs. On a dit, ah bah oui, on était contents, évidemment, parce que bon, c'est bien, si veut faire. Et puis au bout d'un moment, il nous dit, ah oui, mais on voudrait le donner gratuitement. Et cette idée, je me suis dit, mais non, je suis désolé, je veux dire, il y a des auteurs, il y a des. Enfin, c'est pas une publicité pour Apple qu'on est en train de faire. Et c'est ça le souci, je pense. Pour moi, vraiment, le vrai débat est là, et sur le fait qu'effectivement, il faut aussi trouver une économie. Parce que, comme disait tout à l'heure, il y a tous les prix qui se pratiquent à l'heure actuelle. Il faut savoir que surtout, plus on va être dans l'innovation et vouloir proposer du contenu, et c'est ce qu'attendent, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pu voir auprès de mes lecteurs, ils étaient contents
d'avoir effectivement, ils demandent toujours plus en plus, c'est vrai, c'est jamais assez long, il n'y a jamais bon. Et donc, mais ça coûte très cher à faire, et que concrètement, il faut que les gens s'habituent aussi à bien que ce soit immatériel, que ça ait un coût, qu'il y ait des gens derrière, et que ça n'est pas gratuit. Voilà. Vous soulevez la question de la chaîne du livre avec le libraire, la distribution, et la chaîne du livre avec ces livres numériques enrichis, c'est aussi les nouveaux entrants, les nouveaux acteurs du livre que vous avez étudié dans Nolwenn Triandart, ces startups qui sont amenés à collaborer, à coproduire avec les éditeurs, sont des gens au final qui viennent de milieux très éloignés de l'édition parfois, hein, ce sont des développeurs, ce sont des gens qui viennent plutôt du milieu de la technologie. Comment se passe le travail entre les éditeurs et ces nouveaux entrants? Je peux faire une partie de la réponse et Florence Souillot fera la suite. Oui, en fait, souvent, ils ont un double parcours, en fait, des gens qui sont issus des nouvelles technologies puis qui ont un peu une passion à côté. Donc, ils vont essayer de croiser, en fait, le livre avec le son ou le livre avec le jeu, pour ceux qui sont issus du jeu vidéo. Donc voilà, il y a quand même une image du livre, hein, une passion du livre, mais aussi une envie d'amener quelque chose à côté. Eux m'ont confié leurs difficultés, hein, à rentrer en contact avec les éditeurs traditionnels. Alors maintenant, je pense que les choses bougent, mais c'est vrai que dans un premier temps, leurs attentes ont été visiblement déçues. Ils se sont heurtés à pas mal de réticences chez les éditeurs qui considèrent ou considéraient que ces livres, finalement, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est des livres jetables, c'est plus des livres si on met des vidéos au milieu. Donc il y a eu quand même pas mal de difficultés, je crois, à entrer en relation. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de projets, de partenariats qui se font en ce moment. Et là, je vais laisser la parole à Florence Souillot qui travaille avec Samuel Petit, pour piquer votre expérience. Alors, Florence Souillot, les éditeurs sont timides comme ça? Je pense pas. Je connais pas tous les éditeurs, je vous l'avoue. Mais je pense que les choses se font, qu'elles se font cacher en réalité, et que du coup c'est compliqué de l'extérieur d'avoir un avis là-dessus. Moi je vois beaucoup de startups, je vois beaucoup de nouveaux entrants, que ce soit dans la création, mais aussi dans la distribution, la numérisation, la diffusion, les librairies en ligne, etc. Donc, toute la chaîne est impactée, c'est ce qu'on disait, et de nouveaux acteurs rentrent, ou essayent de rentrer. Je pense qu'on a une chance très forte en France, c'est que déjà on a des libraires, et ensuite on a un paysage réglementaire, politique, marqué par une certaine idée du livre, par la culture. Alors ça fait un peu tarte à la crème, mais je vous assure que si vous allez aux États-Unis et que vous voyez les gens qui lisent en numérique, ils ne lisent que sur Amazon. On a un revendeur principal, c'est celui-ci. On a peu de créations enrichies parce que Amazon fait des choses en noir et blanc. Alors depuis quelques temps, ils ont une tablette couleur, mais bon, Apple de ce point de vue-là a pris beaucoup d'avance. De toute façon, ils n'ont pas du tout la même histoire du point de vue graphique, etc. Donc on a la chance en France d'avoir quand même plusieurs revendeurs, d'avoir des éditeurs qui sont impliqués du point de vue de la distribution, de la diffusion, qui travaillent à ce qu'il y ait un encadrement relatif de ces choses-là. Je ne dis pas que les caractères de l'édition papier vont disparaître avec le numérique et que demain les éditeurs vont se mettre à investir des millions en numérique, vont se mettre à dire ok à tous les projets. L'enjeu il est industriel pour eux, pour nous. Donc je pense qu'un des grands intérêts du numérique c'est que... Alors, un des dangers c'est de croire que tout va être bouleversé aussi et que le livre papier va disparaître, c'est pas le cas. En tout cas pas que je sache, pas maintenant. Les choses certes bougent et on voit bien que le positionnement des nouveaux acteurs change avec le temps et change assez rapidement. Moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui maintenant ont changé un peu de casquette, qui essaient de ne pas intégrer toutes les fonctions de la chaîne justement, édition, diffusion, lecture, etc. Ce que font Apple et Amazon, qui demandent des moyens logistiques énormes. Donc on a des gens qui sont plus dans la licence d'outils pour les éditeurs, il y en a d'autres qui sont dans une position très éditoriale. Là c'est un exemple avec Actialuna, on est en coédition complète. Donc c'est pas un prestataire extérieur, on lui dit je te donne tant de milliers d'euros et le 15 décembre tu me rends ça. On décide à deux des choix éditoriaux, des choix créatifs, de qui va travailler sur le projet, etc. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Et je pense que les grandes maisons d'édition ont compris ça,
que d'ici quelques années, certaines vont peut-être intégrer dans leur structure ce genre de compétences qui sont nouvelles, et que ça se fait par étapes. Donc quand on dit que les éditeurs sont frileux, oui, moi je représente le numérique dans une maison d'édition papier, je peux vous rassurer, certains sont plus que frileux. Donc, par contre, on a à créer un univers, une chaîne du livre numérique, papier et numérique. On a à faire grimper en compétences plein de gens qui travaillent sur le papier et qui vont travailler sur du multi-support. On a à créer des librairies, des plateformes de distribution, à créer une offre, ne serait-ce que de livres numériques simples, avant ces choses-là. Et ça, c'est tout neuf pour les éditeurs généralistes, là, qu'ici on représente. Donc ça date d'il y a 2-3 ans. Donc si on remet en perspective avec ça, je pense que on a un effet un peu déceptif en se disant il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de livres numériques enrichis, il faudrait qu'ils en sortent plus, pourquoi ils n'en font pas plus alors que c'est intéressant, etc. Nous, Flammarion, on a 1500 livres en numérique en vente, ce qui est une goutte d'eau par rapport au catalogue global. Et on en a quelques-uns réellement enrichis. Donc il faut que l'enrichi ne vienne qu'une fois qu'on a réalisé ce qu'était la distribution, la création, la diffusion de ces produits-là sur des supports numériques, et c'est déjà assez complexe dans la version non enrichie. Est-ce qu'on peut avoir justement quelques chiffres très concrets, notamment sur le coût, parce qu'on se dit, ce qui bloque pas finalement les éditeurs aussi, c'est le coût colossal que ça représente de fabriquer ce genre d'application par rapport à un marché qui pour l'instant est inexistant, c'est du pur expérimental. Alors oui. Même Volcan, ça coûte combien? Là en l'occurrence, nous ça nous a coûté 60 000 € de le développer. On a été aidé par le Centre national du livre, qui en subventionne une partie des coûts. On n'est pas rentré dans nos frais, il y a à peu près 75 000 personnes qui l'ont téléchargé, ce qui est bien. Donc combien de payantes? Alors là c'est une question difficile. Dont 9 000 payantes. Et parmi ces 9 000 personnes, la moitié ou un peu moins de la moitié l'a payé à 4 €, le reste l'a payé à 1 €. Donc vous mettez la remise d'Apple, vous voyez bien qu'on est très loin des 60 000 € de dépenses et de capital investi au départ. Donc de ce point de vue-là, c'est expérimental. Donc c'est sûr que c'est un calcul financier qui est complexe. Après, on sait bien, et c'est un des autres avantages de l'application, même si elle en a peu. Je prêche pas du tout pour les applications, au contraire. Mais cette base de lecteurs de 75 000 personnes qui ont ça sur leur iPhone et leur iPad, on sait que toutes les évolutions de ces produits-là à venir, toutes les mises à jour qu'on prévoit de langue, de fonctionnalités, d'autres œuvres qui appartiendront au même moteur de lecture, ou en tout cas la même idée générale du livre numérique qu'on pourra intégrer, on pourra les adresser directement, ce qu'on ne peut pas faire avec un livre. Donc on sait qu'on a cette base-là, que les choses vont évoluer, que la preuve, ça fait 1 an qu'on l'a sorti, je parle encore de l'homme volcan, donc j'ai l'impression que je m'en débarrasserai jamais, mais en tout cas ça veut dire que le livre numérique est quelque chose qui évolue. Donc ça c'est particulièrement intéressant, donc c'est un calcul de quelque part d'expérimentation à long terme, c'est sûr. Benjamin Lacombe, c'est intéressant aussi de comparer les chiffres, puisque vous avez le même livre en papier et en numérique. Je crois que quand on regarde les chiffres, on se demande quel est l'intérêt de faire un livre enrichi. Alors, le truc aussi, c'est l'idée du prix. C'est-à-dire que c'est vrai que, pour le coup, on n'est pas du tout sur les mêmes prix, puisque, et là, depuis un mois, il a été proposé à beaucoup moins cher, parce qu'il était 15 €. Ce qui paraît cher pour de l'immatériel, mais qui par rapport au coût de production, puis aussi, mais qui était moins cher que l'homme volcan. Mais par rapport aussi au coût du livre papier, parce que faut pas, voilà, le livre papier est à 28 €. Quand on met l'autre livre à 15, on met moitié prix quasiment, donc c'est déjà pas mal, mais malgré tout ça reste difficile. Donc là c'est vrai qu'en l'ayant baissé, ça a fait vraiment pas mal gonfler les chiffres. Donc il y a vraiment l'histoire du prix qui joue énormément. Puisque quand il venait de sortir, on en avait vendu 3000 à 15 €, mais là en quelques jours, ça a quasiment doublé, parce qu'on l'a mis moins cher. Donc c'est vrai que la question du prix est une vraie question. D'ailleurs, là on est en train de travailler avec Albin, et parce que celui-ci on l'avait fait avec Prima Linea, qui est un studio d'animation avec lequel je travaille pour des films par ailleurs, mais pour le prochain, on est aussi en train de voir, parce que c'est vrai que la question du prix est très importante et peut tout changer en fait. C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut arriver à... Parce que c'est vrai que
il y a ce qu'on appelle le coefficient, qui est toujours la même chose pour tous les livres, hein, qu'ils soient papier. Donc à partir de quel seuil le livre passe à 0, à partir de... Bon. D'autant que nous, on n'a pas eu d'aide CNL, alors qu'on l'a demandé. Et du coup, c'est vrai que tout était... c'était un enjeu. Alors après, à quoi ça sert? Je peux vous dire que sur ce livre-là, c'est vrai que quand on compare les chiffres sur le livre papier, on est à plus de 30 000 en France, 120 000 dans le monde, donc ça n'a rien à voir. Mais le livre numérique a été vendu à combien d'exemplaires? Ben là, on doit être à 6 000 ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très différent. Après, j'ai pas les chiffres de l'Espagne. Nous, il a été sorti qu'en France et en Espagne, donc du coup, je peux pas vous dire les chiffres de là-bas. Mais voilà, c'est vrai que, en revanche, la presse qu'on a eue, parce que c'est vrai que, pour le coup, c'est un marché qui n'existe pas pour l'instant, puisqu'il représente 0,1% de l'édition, mais c'est un marché qui prend 99% de la place dans la presse, au niveau de l'édition, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais du coup, c'est vrai que, étant donné qu'on avait aussi un livre papier, ça a bénéficié, c'est vrai, au livre papier qui, en peu de temps, assez bien vendu, et on en a beaucoup parlé, quoi. Il y a eu c'était comme ça, quoi, la revue de presse. Donc c'est aussi une question d'image de marque, peut-être, Nolwenn Triondard. Enfin, moi, c'est ce que... Attendez, juste ce que moi je vais vous dire, j'ai pas fait du marketing avant de faire le bouquin, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, parce que je trouvais ça intéressant d'utiliser cet outil. C'est vrai que quand on l'a fait, en plus au départ on s'était dit, bon, si on a l'aide du CNL, c'est bon, on le fait, si on l'a pas, bon, on l'a pas eu, alors on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi je dis, si je veux le faire et tout, donc j'ai insisté, donc, mon éditeur m'a suivi, mais c'était pas... Enfin, on savait, enfin, c'était pas pour gagner des sous, ni on se disait pas que ça allait ramener forcément beaucoup de presse. Moi, je trouvais que c'était intéressant sur ce projet-là et j'avais envie de le mener, tout comme le projet que je suis en train de faire là pour Noël prochain, où c'est un des 2 projets que je fais avec Albin. Il y en a un où c'est vraiment le livre numérique, je vais le faire tout à fait différent, se pose, mais c'est que la 2e fois. Donc, mais voilà, ce que j'ai pu analyser, voilà, a posteriori, c'est ça. Alors, pour l'éditeur, c'est une question aussi d'image de marque, d'investir sur ce genre de domaine. Florence Souillot, Nolwenn, comme vous voulez. Nolwenn Triondard, qu'est-ce que vous avez observé? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en fait, des livres numériques enrichis, donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je crois que oui, évidemment, la presse s'en empare et on a envie d'explorer ça. Oui, je crois que ça reste encore beaucoup de l'ordre de l'expérimentation finalement. On teste différentes formes, différentes choses et on voit un petit peu ce que ça donne. Après, il y a beaucoup de livres numériques multimédia pour la jeunesse en fait, c'est vraiment le créneau le plus habité. Enfin, ça se justifie tout à fait de par l'utilisation des livres pour les enfants. Et puis au niveau de l'enquête, là, ce qui était rigolo, c'est que la plupart des éditeurs que j'ai rencontrés sont convaincus que le genre idéal pour créer du livre numérique multimédia, bon, au-delà des livres pratiques aussi ou fonctionnels, c'est la littérature populaire, tout ce qui est littérature de l'imaginaire, fantastique. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une littérature moins sacralisée que le roman? Est-ce qu'elle repose sur des codes aussi plus proches peut-être du cinéma ou de l'animation et on se dit que c'est plus facile? Mais c'est vrai que un peu le grand enjeu, ce serait d'arriver à créer un livre numérique de fiction adulte et voilà, de tester ça, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore très peu de choses qui ont été faites dans le domaine. Alors ça c'est intéressant, est-ce qu'aujourd'hui le roman est trop noble pour se voir ajouter de l'interaction? Alors là, c'est vrai que les remarques étaient assez unanimes. Pourtant, ces éditeurs faisaient du roman enrichi aussi, mais il y a quand même une difficulté à aborder ça. C'est le roman enrichi, ça ne veut rien dire. Où est-ce qu'on est? Où est l'imaginaire? Comment on peut... On va plus arriver en fait à faire fonctionner notre imaginaire de par les simples mots sur une page. Est-ce que ça ne vient pas casser en fait quelque chose de la magie du livre? Donc le roman reste encore un genre à part, mais je pense qu'il y a plein de choses à inventer dans ce domaine. Florence Souillot, c'est considéré comment ces questions-là chez Flammarion par exemple? Lesquelles?
La question de la sacralité de la fiction pour adultes, est-ce qu'on peut faire finalement du livre enrichi avec n'importe quel genre? La question de la sacralité, les éditeurs, heureusement, ne se la posent plus, parce que les éditeurs, ils font des livres et ils les vendent. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc, ils font toutes sortes de livres. Chez Flammarion, il y a une cohérence de marque, mais qui est un peu différente de certains autres éditeurs. Disons qu'on fait des choses très hétérogènes, donc on peut aller tester sur différents secteurs et puis sur d'autres sans engager l'ensemble de la maison. Chez Flammarion, vous avez de la jeunesse, de la BD, de l'érotique, du savoir, du parascolaire, de la littérature, etc. Donc, en tout cas, là où je travaille, on a relativement cette chance-là d'être plutôt libre de ce point de vue. On fabrique des livres et on les vend. Donc, disons que la question, c'est sûr que le roman me paraît le plus... Enfin, c'est le défi le plus intéressant à mettre en numérique, à mon avis, en numérique enrichi. Après, on travaille aussi sur du parascolaire, on travaille sur de la jeunesse. Les écrans tactiles comme ceux-là, en jeunesse, ça paraît quand même assez naturel d'aller vers ça. Enfin, on sait que les usages sont comme ça, il y a un iPad par famille, et puis c'est les enfants qui jouent avec, et très vite ils apprennent les gestes, et ils les font. Et très vite on voit que l'apprentissage de la lecture, que la synthèse vocale, que des enrichissements assez simples ont tout de suite un sens. J'ai vu quelques expérimentations de fiction adulte qui sont à mon avis intéressantes. L'Homme volcan n'est pas une fiction adulte, donc moi j'ai hâte d'en faire réellement, et j'en ferai. Mais c'est vrai que c'est une vraie question à laquelle j'ai absolument pas la réponse. Ce qui est sûr à mon avis, c'est qu'on peut, en y passant du temps, en étant cohérent avec sa marque et en prenant plaisir à le faire et surtout en étant garant d'une qualité qui sera la même sur du papier ou sur du numérique, qui sera peut-être même supérieure en numérique qu'au papier, travailler avec des auteurs contemporains sur de la fiction adulte. Il n'y a pas de raison. Donc après que ça marche ou pas, la question commerciale se posera de toute façon, mais aujourd'hui on a la chance de ne pas être tout de suite dans cette aporie-là de la commercialisation. Il y a des éléments d'ailleurs qui montrent que l'intérêt, même institutionnel, pour ce type de littérature commence à émerger, que c'est de moins en moins considéré comme un sous-genre. Le livre enrichi, il y a des projets de revues de littérature enrichie, d'anthologie. Notamment avec Nolwenn, en tout cas avec Actialona par exemple, avec ces gens-là, on sait qu'il y a une histoire du livre numérique qui existe, qui n'a pas été écrite ni diffusée. Ça, ce sont les premières œuvres qui sont réellement diffusées largement. Mais en réalité, si vous allez sur Internet, si vous regardez ce que font certaines personnes dans les laboratoires de recherche, ce qu'ils arrivent à trouver, le travail que fait Alexandra Samer avec lequel tu travailles, il y a un numéro de MCD Culture sur l'écriture numérique où il y a peut-être 15-20 expérimentations depuis des dizaines d'années sur le numérique, sur Internet, qui n'ont pas été vues par beaucoup de gens, mais qui existent. Donc de ce point de vue-là, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça se diffuse largement, c'est que ces supports-là équipent des gens. Donc je pense que c'est plutôt ça qui est nouveau. Alors après, est-ce que ça s'installera? Est-ce qu'on peut parler de genre? C'est des questions où moi j'aurais un peu de mal à répondre. Je suis plutôt un avis assez pragmatique là-dessus, de conception et de réalisation d'un point de vue éditorial. Peut-être que Nolwenn, tu veux en... Nolwenn Triondard, l'avenir du livre enrichi, déjà est-ce que dans 5 ans on est sûr que ça existera encore? Non. Je sais pas, ouais, j'ai pas de réponse à la question, mais il y a quand même des pratiques de lecture numérique qui se développent de plus en plus. La lecture de livres imprimés, de romans imprimés baisse, et par contre il y a quand même d'autres pratiques de lecture numérique qui commencent à émerger. Et c'est vrai qu'on peut se demander, les lecteurs, les jeunes lecteurs d'aujourd'hui, comment eux vont évoluer avec le temps et quel type de lecture auront-ils envie d'avoir. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Florent, c'est vrai qu'on est quand même à une période intéressante, parce que même si c'est extrêmement compliqué, difficile à mettre en œuvre, et on est un peu à une période de jonction entre différents intérêts. L'intérêt des éditeurs pour ce type d'objet, mais également l'intérêt de certains laboratoires de recherche qui travaillent sur les écritures numériques depuis des années, et sur des œuvres dites de littérature numérique, c'est-à-dire qui sont nativement numériques. Donc c'est pas, qui ne sont pas dérivées du livre papier, et qui ont été écrites souvent par un auteur, programmateur, et peut-être seul lecteur de son œuvre. Mais il y a donc de nombreux chercheurs et auteurs qui
qui réalise ces œuvres, qui sont disponibles sur des répertoires, et qui joue beaucoup, parce que comme ce sont des œuvres qui sont libres, expérimentales, et qui ne sont pas du tout des œuvres marchandes, qui s'autorisent en fait un certain nombre d'écarts, et de jouer justement avec toutes les conventions de la lecture. Et je crois qu'il y a vraiment des sources d'inspiration à piocher là. Et bon, pour terminer sur la jonction, on s'aperçoit aussi que les institutions culturelles s'intéressent également à toutes ces questions. Il y a un colloque sur la littérature numérique qui va avoir lieu fin septembre et qui est organisé par Paris 8. La BNF a répondu présent, le Centre Pompidou a répondu présent. Ils sont également hyper intéressés, excités par toutes ces problématiques, ont vraiment envie d'étudier les pratiques des lecteurs. Donc c'est à la fois enthousiasmant malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir. Alors justement, puisqu'on parle des perspectives, avant de donner la parole au public, peut-être on va regarder une œuvre qui, pour vous, représente vraiment quelque chose qui est intéressant en termes de perspectives de développement pour la création enrichie. On va regarder, si vous voulez bien. Oui, je vais bien. Juste pour présenter l'œuvre, en fait, ce qu'on s'aperçoit à l'heure actuelle dans le livre numérique, c'est qu'il y a plusieurs choses, mais c'est que d'une part, le texte lui-même est souvent figé sur la page. Tous les médias autour, finalement, s'animent, on met des vidéos, des images animées, mais le texte lui-même ne bouge pas. Donc il y a une sorte de fixité du texte, et c'est vrai qu'on peut se demander si animer ce texte pourrait donner un nouveau sens à l'histoire et appuyer la narration d'une manière différente. Il y a des pistes qui sont intéressantes à explorer là, et il y a également la piste de l'hypertexte qui en fait peut explorer par les éditeurs à l'heure actuelle, souvent sous une forme pragmatique. On clique sur un hypertexte pour revenir à un sommaire ou pour accéder à des notes de bas de page. Mais c'est vrai que cliquer sur un mot et accéder en fait à un autre endroit, on peut s'imaginer que dans la narration, ça crée un effet et qui n'est pas forcément du pur gadget. Voilà. Et donc l'œuvre que je vais vous présenter joue un peu sur ces différentes choses. Et bon, c'est nos hypothèses, hein, c'est à voir. Donc il s'agit de 20 ans après de Sophie Calle. Donc c'est une œuvre justement de fiction adulte qui est disponible à la lecture sur le web, voilà, gratuitement. Comment c'est fait? Voilà, on avance dans le texte en fait de manière finalement assez classique. On clique sur des heures ou directement sur la page. Donc jusqu'ici, bon, mis à part tous les procédés stylistiques, peu de surprises, hein, finalement. On a l'impression justement d'une gestuelle très très simple et d'une lisibilité assez facile. Par contre, voilà, et après j'en termine, en fait, elle parsème de pièges et de surprises pour le lecteur l'histoire. Donc, par exemple, à 17h45, voilà, on commence à lire, donc on se pose plus de questions, on avance, on clique. Et puis là, on arrive sur une page où on clique et ça marche plus. Voilà. Donc 18h02, non, il n'y a plus rien qui marche. Donc le lecteur s'interroge, c'est un bug. Donc là, frustré, il peut décider de passer à autre chose. Il restera frustré dans sa lecture. Ou alors il peut essayer d'observer un petit peu de près ce qui se passe autour. Et il voit ces petits poissons là qui s'agitent. Et peut-être essayer de placer son curseur dessus. Et effectivement, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à attraper. Donc c'est pas facile de passer à la... Voilà, je l'ai raté. Et je vais y arriver. Ah, c'est dur. Voilà, donc ouf, ça y est, ça marche. Et bon, pourquoi c'est intéressant? C'est pas juste pour le gadget en fait, c'est pas juste un gadget, il me semble, ce petit poisson, c'est que j'ai l'impression que en fait, cette recherche du poisson, le fait de cliquer dessus, on entre un petit peu à notre insu dans la peau en fait du narrateur ou même du détective. C'est-à-dire qu'il joue un petit peu un jeu de cache-cache, de chat et de la souris entre Sophie Calle et son détective. Et là, finalement, à son insu, le lecteur se retrouve lui aussi à essayer de cliquer sur le poisson, de le trouver. Voilà. Donc j'ai un peu l'impression que
ce genre d'œuvre peut apporter aussi en tout cas des éléments intéressants à explorer dans la perspective du livre numérique. Ici aussi, on voit bien, en fait, ça marche plus du tout, et en fait, il faut se déplacer en bas de l'image, hop, et ensuite trouver la bonne heure à cliquer. Voilà. Alors peut-être pour conclure, Benjamin Lacombe, j'aimerais bien savoir en tant qu'auteur ce que ça vous inspire, ce genre d'expérimentation. Bon, moi j'aime beaucoup Sophie Calle, puis je trouve ça très, très beau déjà, et c'est vrai que je me demande si c'est toujours un livre en fait, parce que c'est vrai que ça reprend les codes du livre, et pour moi on n'est pas dans une narration. En vérité, je me pose la question si quelqu'un a vraiment pu lire le contenu complet, parce qu'en fait c'est vrai qu'avec tous ces reports, en fait, pour suivre finalement, c'est presque plus de l'ordre vraiment de la création plastique interactive que du livre, parce que c'est vrai que avoir une narration continue, suivie dans ce format-là, sur internet en plus, c'est vrai, moi je me pose la question. Après je vais y aller, je vais essayer de le lire, parce que je trouve que c'est vraiment une initiative très intéressante, mais c'est vrai que moi en tant qu'auteur je ne serais pas vraiment autorisé autant d'aller-venu en fait, parce que j'aurais peur tout simplement de perdre mon lecteur, parce que c'est vrai que, et de plus, qu'il soit plus attiré en fait par les effets graphiques et par les jeux en fait, de choper le poisson, et puis de pouvoir voilà, voir un petit peu, quelque part ce qui rappelle le livre, c'est uniquement la mise en page pour moi, de ce que j'en vois pour le moment, hein. Mais je vais tenter l'expérience. Ben, on va peut-être demander au public ce qu'ils en pensent. Donc Franco Desbiailles, comptable typographe. J'avais une remarque par rapport au livre, justement. On parle beaucoup du récit, peut-être une confusion, en tout cas une tendance à confondre le livre et la littérature, mais il y a autre chose dans le livre aussi, c'est le problème de la reliure. Il y a le problème de pouvoir poser le livre après sur une étagère. Ça paraît étrange pour un livre numérique, mais par rapport à ces histoires de livres enrichis, etc., il y a quand même eu des précédents, même s'ils sont plus du côté du jeu vidéo. C'était pour autant des œuvres assez riches. Je vais les citer rapidement. Et tout d'abord Zork, qui était un des premières fictions interactives. Donc c'était un jeu vidéo qui était sorti en 77-79. Et il y a eu Phantasmagoria, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui avait été édité par Sierra, qui était un jeu vidéo, mais c'était ce qu'on appelle les interaction movies. Donc il y avait beaucoup de cinématiques qui étaient déjà enregistrées, beaucoup de 3D précalculés, ce qui fait que l'interaction du joueur par rapport au jeu était quand même finalement relativement faible, et donc il était bien dans quelque chose de très immersif, avec beaucoup de cinématiques. C'était un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, parce qu'il avait été édité sur 7 CD, donc c'était une œuvre assez considérable, et avec le recul des années, en fait, on se rend compte que pour l'un d'entre eux, en fait, les conditions de la reliure du livre, c'est-à-dire le fait de pouvoir le relire encore aujourd'hui, avait été préparé, et dans un autre cas, ça n'avait pas été le cas. Donc, je me demande si aussi pour le livre numérique, il n'y a pas la question finalement de la reliure, de faire en sorte que le livre fasse corps, même si c'est un livre numérique. Peut-être Florence Souillot, l'éditeur, comment on fait pour que le livre numérique fasse corps? Merci. C'est cadeau. Je vais répondre à côté. Je vais répondre un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Sur la question, par exemple, du jeu vidéo, c'est intéressant. Alors moi, j'ai jamais beaucoup joué aux jeux vidéo. Par contre, je connais de plus en plus de personnes qui ont cette culture-là. Et sur la question de l'interaction, par exemple, on nous parle souvent de la posture de quelqu'un qui joue par rapport à celle de quelqu'un qui lit, la façon dont je veux agir sur une histoire ou pas, ce vieux thème récurrent qu'on ressort souvent du livre dont vous êtes le héros. Alors je me situe à l'opposé complet de ça, c'est-à-dire que pour moi un livre à l'opposé de ça, c'est-à-dire que même, on vous permettra jamais de sauver Cyrano si vous voulez pas qu'il meure, ou si vous voulez qu'il soit content, gentil, etc. C'est pas la question, au contraire. Si vous êtes dans une position de lecture, c'est pas une position passive pour autant, mais vous agréez tacitement à un contrat qui est celui de la lecture, qui n'est pas lié au support, enfin, qui est lié simplement à l'auteur que vous recherchez, au récit dans lequel vous entrez, à l'éditeur, dans certains rares cas, quand vous cherchez via un éditeur, mais généralement c'est peu le cas. Donc, à la limite, la question se résout là-dedans, et je crois beaucoup à la qualité du jeu vidéo dans la création d'un univers d'immersion, etc. Par contre, je crois beaucoup à la nocivité, au caractère nocif de la prétention interactive des lecteurs, ou des faux lecteurs, ou des gens qui vont au bout ou pas au bout.
il y a des choses comme ça. Tout à l'heure on disait est-ce qu'on va au bout des livres ou pas. Je ne sais pas si on va au bout des livres en papier par exemple. Est-ce qu'on y va plus en numérique ou pas. Je ne sais pas si les livres en papier sont plus disponibles que les livres numériques ou pas. S'ils restent plus longtemps dans les librairies ou s'ils sont plus disponibles sur des applications. Enfin, tout ça c'est questions, disons, à mon avis il y a aussi des préjugés là-dessus et complètement débordé la remarque qui a été faite. Mais la posture de la lecture est quelque chose à mon avis primordial là-dedans et que, en tout cas nous, on ne pourra jamais dévoyer à condition de perdre complètement sur le terrain de gens qui sont de cet univers-là, du jeu vidéo justement. Que nous, on n'est absolument pas ce qu'on fait nous. Une réaction ou une autre question du public? Bonsoir. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de narration pour définir le livre numérique, mais par exemple pour reprendre le livre de Sophie Calle, je pense que ça peut être quand même considéré, même si la narration est moins lisible, que ça peut être considéré comme un livre, parce qu'il existe par exemple des livres papier graphiques, voilà. Et sinon pour vraiment revenir sur la narration, je trouve ça un peu dommage qu'on s'interdise de briser la linéarité qu'on peut trouver dans un livre papier. Il y a des auteurs qui ont été publiés, qui ont été publiés en papier et qui ont essayé justement de trouver des techniques de narration non linéaires. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est intéressant d'explorer ces pistes sans rentrer dans un jeu vidéo, mais voilà. Bien sûr, si, vraiment. Mais justement, on n'est pas dans le jeu vidéo là. Je pense pas qu'on soit dans le jeu vidéo avec Sophie Calle. Mais bien sûr. Après, il peut y avoir une facilité aussi à se dire que l'écran permet de l'animation et que on va faire des choses qui vont bouger, que ça va tout de suite en jeter plein les yeux du lecteur et que parce qu'il aura un effet de surprise à un moment de sa lecture, ça va être intéressant. Mais à mon avis, une partie de l'avenir du livre numérique enrichi est là-dedans, c'est sûr. Moi, je commence à découvrir ça. Donc, je vous dis, hein, j'ai hâte qu'il y ait de plus en plus de lumière portée sur ces œuvres-là, moi ne venant pas du monde de l'Internet, par exemple, pour pouvoir voir à quoi ça correspond. Et à mon avis, il y a un avenir là-dedans. Enfin, je le pense. Nolwenn Tréhondard, une réaction à cette question? Oui, il y a beaucoup d'œuvres en fait sur le web, hein, des hypertextes de fiction qui explorent en fait ces questions de narration non linéaire. Ça n'a pas tellement marché auprès du public. Hein. Je crois que ça a eu beaucoup d'enthousiasme auprès des auteurs qui se sont qui ont pris beaucoup de plaisir en fait à créer ces œuvres. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de lecteurs se manifester. Alors, est-ce qu'avec les tablettes, ces nouveaux supports de lecture, ça va changer quelque chose peut-être? Mais il y a quand même une vraie peur en fait de perdre le lecteur dans un déroulement trop fragmenté. Et je crois le retour a un vrai besoin quand même d'une lecture immersive. Donc je crois qu'on peut à la fois en fait jouer sur plusieurs tableaux en jouant justement sur ces hypertextes, perdre un peu le lecteur, mais essayer de le retrouver quand même de temps à autre en gardant en tête le plaisir de la lecture. Une autre question? Bonsoir. Moi, la question serait plutôt sur le rôle de l'éditeur, en fait, puisque Benjamin Lacombe et Florence Souillot, vous nous parliez des livres que vous avez fait tous les deux, et du rôle qu'ont eu les différentes startups et les différents intervenants, et je me demandais quel était le rôle de l'éditeur. Moi, je m'intéresse plutôt à la bande dessinée, donc aussi au dessin, à l'image, et moi, je connais le rôle de l'éditeur en tant que travail sur le storyboard, sur les dialogues, etc. Est-ce qu'il a eu un rôle à jouer là-dedans, vraiment, ou est-ce que ça se passait entre les auteurs et les développeurs numériques? Je sais pas comment on peut appeler ça. Le rôle de l'éditeur, là, il a été fondamental, parce que ça a été celui qui... On a essayé de tenir une posture, réellement, là encore je parlais de contraintes, c'est-à-dire qu'on a très fortement contraint le travail. Il n'y a pas une grande différence avec un livre papier, simplement il y a plus d'interlocuteurs,
Il y a des ergonomes, des animateurs, des gens qui sont dans le design, qui sont dans le développement du code, qui vont se mettre à parler avec des gens qui sont dans qui ont des compétences créatives, qui ne sont pas forcément liées au numérique ou au papier. Donc ça c'est nouveau, il y a plus de gens autour de la table. Je pense qu'il faut une souplesse peut-être un peu plus forte, ou en tout cas quelque chose de malléable dans l'écriture et dans la création, qui puisse apprivoiser ces contraintes et comprendre en quoi elles justifient et en quoi elles sont nécessaires en réalité pour qu'on ait quelque chose de qualité. Donc, à mon avis, et je pense que c'est une des qualités de Benjamin, c'est-à-dire que les gens qui créent pour ces objets-là savent très bien qu'on n'est pas dans quelque chose qui est gravé dans le marbre et qu'il n'y a pas une primauté absolue de l'écriture sur l'image ou sur le son, ou encore plus sur quelqu'un qui code pour faire des logiciels sur iPad. Donc, l'éditeur, il doit être garant de cette espèce d'égalité de traitement, on va dire, et en tout cas, et de direction artistique très forte posée là-dessus. Donc, voilà, peut-être plus que pour le papier d'ailleurs. Donc, à mon avis, c'est ça qui peut aussi changer. Après, le rôle d'éditeur de trouver des gens avec qui il veut travailler et puis de cibler des lecteurs vers qui il veut porter ses contenus, c'est le même qu'on parle de papier ou de numérique. Benjamin Lacombe, vous, votre expérience, ça change quelque chose de travailler avec ces nouveaux acteurs? Ah oui, alors c'est pas tout à fait la même question, mais moi je peux donner que mon cas personnel, donc c'est vrai que moi j'ai travaillé en collaboration, donc tout comme quand je travaillais pour le livre papier, de toute façon c'était un livre papier aussi, donc il y a un retour en fait de l'éditeur tout simplement qui donne son avis, on fait des choix en fait ensemble, ce sont des choix concertés avec l'éditeur, avec aussi Premia Linea qui a coproduit en fait le livre numérique, mais aussi c'est un dialogue, et il l'a très bien dit, aussi au niveau des gens qui vont mettre IGS, donc les gens qui mettent le code aussi. De temps en temps, moi j'arrive avec l'idée, et puis après, bon bah, il y a aussi le fait de la réaliser. Et donc parfois il faut changer un petit peu l'idée, il faut l'adapter en fait aux médias. Mais tout comme dans le livre papier en fait, hein, je vais vous dire, c'est la même démarche parce que moi je choisis mes formats, je fais ma maquette, et c'est vrai qu'en général je choisis des choses, puis je demande, et puis après bon, bah, y a la réalité du papier, de qu'est-ce qu'on peut imprimer dessus. Dans celui-là on avait essayé des histoires de vernis UV qui n'étaient pas possibles sur du papier offset, enfin, c'est la même chose en fait, que créer un livre numérique, à partir du moment où on continue de le créer avec un éditeur, et avec des professionnels, c'est pareil que de créer un livre papier, sauf qu'effectivement il fait appel à plus de disciplines. Peut-être qu'après il y aura des auteurs orchestres qui sont... Moi je suis pas capable de composer de musique, j'ai fait de l'animation pour ce livre, mais je suis pas capable d'encoder mon livre. Mais sans doute qu'avec l'évolution, il y aura des auteurs qui seront capables de le faire eux-mêmes, tout. Et donc du coup... tout comme il y a des auteurs complets qui arrivent avec un projet fini. Donc voilà, je pense que c'est un dialogue particulier en fait entre chaque auteur et chaque éditeur. Je pense qu'il n'y a pas une façon de réagir pour le numérique et pour le livre papier. Je pense que c'est un rapport de confiance et de collaboration. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pas vraiment. Bonjour, je suis Alexis Vivant, je suis un éditeur pure player en fait, de livres numériques. Et c'était juste un retour d'une année et demie que nous avons dans l'édition livre numérique enrichi, qui est très excitant pour nous, puisqu'on fabrique des tas de jolies choses et on essaie de les vendre et on espère bien le faire. Mais c'est une dimension dont vous n'avez pas tellement parlé, mais c'est l'opportunité qu'offrent les nouveaux outils interactifs, des tablettes et des smartphones, d'avoir un lien particulier avec le lecteur, chose qu'on avait beaucoup moins avec le livre papier, je pense, même si je ne suis pas un grand professionnel de l'édition papier, je suis un peu plus de l'édition numérique. Et nous, ce qu'on essaie d'établir, ce sont des liens directs avec les lecteurs, à travers différentes sources. Ils viennent nous voir directement dans nos bureaux, on échange directement par mail, page Facebook, directement dans l'application également. Et c'est ce degré d'implication que nous, on essaie de faire de plus en plus, à nos petits moyens. Et je me demandais si dans l'esprit des auteurs, ou même dans celui d'un éditeur, l'intégration de l'avis d'un public, de lecteurs, à différents stades de la création d'un livre, est source de réflexion et d'évolution des prochains livres numériques à venir. Moi je peux réagir à mon point de vue, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que tout d'abord le lien avec le public, bon, moi j'ai jamais fait venir de lecteurs chez moi, mais
En revanche, j'ai une page Facebook où je communique, et majoritairement, voilà, j'ai fait 27 livres papier, donc je fais plutôt des livres papier. J'ai un blog aussi où il y a des commentaires, où je les lis, je réponds. Et surtout, il y a aussi les dédicaces, ce qui est quasi impossible avec des livres numériques. Ce que j'ai fait, j'en ai fait 2 sur des livres numériques, ils m'ont amené leur tablette, j'en avais fait au marqueur dessus. Bon, je leur ai demandé s'ils étaient bien sûrs, hein, mais ils le voulaient, donc je l'ai fait. Mais ceci dit, on peut se croire qu'une fois, ou alors ça leur coûte très cher la dédicace, si à chaque fois ils en donnent une tablette. Donc c'est vrai que le rapport au public, je sais pas, parce que c'est vrai que le livre papier, du fait de la matérialité, il y a un rapport assez direct. Je veux dire, moi en dédicace, j'en fais pas mal dans l'année, je vois beaucoup de gens. C'est un rapport direct. Il y a aussi, je fais des interventions en milieu scolaire. Le rapport au public, je pense qu'il est là, et à l'heure d'Internet, peu importe finalement l'outil culturel, enfin l'objet culturel qu'on va proposer, qu'il soit numérique ou papier, il est possible de le créer en fait. Il ne tient qu'aux auteurs ou aux éditeurs de vouloir le créer ou non. Et c'est pas en lien en fait avec le fait que ce soit matériel ou immatériel, mais peut-être presque à contrario, du fait de l'immatérialité, c'est vrai qu'on ne peut pas se réunir autour d'un objet comme lors d'une séance de dédicace par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la société Biouk, mais c'est vrai qu'il joue aussi beaucoup sur ce paramètre, mais là d'une autre manière peut-être, mais par exemple il crée des histoires où selon si on intègre son profil Facebook ou pas à l'histoire, l'histoire change, la fin sera différente, il y aura des musiques qu'on connaît, si on les a notées sur Facebook, qui apparaîtront dans l'histoire, ou des noms de personnages qui bougeront. Donc il joue beaucoup aussi sur cette idée de personnalisation en fait, mais là du livre et de l'histoire elle-même sur le lecteur. Et c'est vrai que ce serait intéressant à étudier et de voir quel effet ça provoque sur le lecteur, qui se retrouve lui-même en fait dans l'histoire, juste parce qu'il a cliqué sur ce lien Facebook, et c'est tout. Alors, par exemple, pendant le processus de création, je pense que là les avis sont importants. Donc c'est l'intérêt fait en réalité des tests utilisateurs de ces livres-là. On ne pourra pas les faire pour tous les livres, mais dans certains cas, il faut qu'on les fasse. Donc, en l'occurrence, ça veut dire que la sanction est immédiate et qu'il faut juste changer le code, il faut changer la façon dont on l'a créé, etc. Donc, dans ce processus-là, en tout cas là, ça a été le cas. La façon dont les gens réagissent au livre, c'est très compliqué en numérique d'avoir quelque chose de tangible et de saisissable, parce que ces opérateurs-là en particulier, on les a cités, contrôlent ça. De toute façon, c'est des univers commerciaux, ce sont des clients, et avant d'être des lecteurs, c'est des acheteurs de biens de consommation qui sont des tablettes, des readers, etc. Donc, nous, il y a un défi majeur pour les éditeurs de savoir ce que font les gens avec un livre, jusqu'où ils s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils ressentent à la lecture, et de pouvoir capter cette information-là. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Internet offre quand même une perspective, heureusement, assez large de adresser ces données-là, les analyser, les stabiliser, savoir comment on va pouvoir traiter ça après. Mais en tout cas, mon expérience d'éditeur, c'est qu'on en est encore assez loin, et qu'on a très peu, par exemple, d'idées, alors que dans le livre papier, on sait à peu près combien représentent des coûts marketing, ou on sait à peu près on cible à peu près les lecteurs, et encore. En livre numérique, on n'a absolument pas d'idée de ce que ça représente. Pour exister sur un portail comme App Store, où vous avez très peu de place, dites-vous que si dans 2 ans, il y a encore plus d'éditeurs qui font du livre numérique, on ne sait pas quels seront les coûts auprès de ces opérateurs pour exister, être remonté dans les listes, exister au milieu de choses utilitaires, de choses qui n'ont rien à voir avec le livre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on se pose beaucoup de questions et qu'on essaye tant bien que mal de dessiner et d'imaginer, mais c'est vrai que c'est une attente primordiale. Peut-être une dernière question avant de conclure. Non, sinon les projets à venir, parce que justement on parle du lecteur, Nolwenn Tréhondard, les projets de recherche à venir au niveau de Paris 8, beaucoup s'intéressent au lecteur. Oui, c'est ça en fait, l'idée c'est de continuer cette enquête en élargissant le panel d'éditeurs, de start-up et puis de maisons d'édition traditionnelles, d'aller interroger les créateurs également, connaître leur point de vue, et puis bien évidemment les lecteurs, parce qu'on ne connaît rien de ces lecteurs en fait, on ne sait pas qui ils sont, on a de vagues idées, et puis on ne sait pas comment ils lisent ces objets, et d'essayer un peu de
de cerner finalement les différents horizons d'attente. Les éditeurs ont leur point de vue, les créateurs en ont un aussi, et les lecteurs, quel est leur? Donc est-ce qu'il y a un gros différentiel à l'heure actuelle qui pourrait expliquer le succès encore un peu mitigé, ou est-ce que finalement les points de vue sont proches, et jusqu'où on peut aller aussi dans ces lectures, jusqu'où on peut pousser justement l'exploration de différentes formes. Est-ce que les lecteurs sont prêts à ça ou pas? Est-ce qu'on n'a pas des stéréotypes sur eux qui proviennent de nos propres imaginaires à nous? Voilà, donc d'essayer d'en savoir un peu plus sur et comment faire coïncider en fait un petit peu tous ces univers. Donc voilà, effectivement on travaille sur ces questions avec Flammarion, mais également avec je pense la BNF. C'est des questions qui intéressent beaucoup d'acteurs. Ça va bien au-delà du monde de l'édition à l'heure actuelle. Benjamin Lacombe, un petit projet à venir après l'Herbier des Fées? Oui, je suis en train de travailler sur un projet qu'on a pareil écrit avec Sébastien, qui va être très différent au niveau de l'objet, que ce soit en version papier ou en version numérique. Mais c'était amusant parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question de si j'en faisais un autre de livre numérique. J'avais pas eu d'idée, et là j'ai eu un projet où ça collait en fait. Vraiment, quand j'ai eu l'idée du projet, je me suis dit ce serait vraiment intéressant, pour d'autres raisons que pour l'Herbier des Fées, mais ce serait vraiment intéressant de le voir en numérique. Merci à tous, merci surtout à nos invités pour leur présence, puis pour les pistes de réflexion qu'ils nous ont offertes. Benjamin Lacombe, Nolwenn Triondard, Florian Souillot. Merci à l'association Supédite et en particulier à Clémence Billot et Claire Guéant pour l'organisation de cette table ronde. Merci au labo de l'édition pour leur accueil. Ulysse Mathieu pour la vidéo. Et je rappelle que vous pourrez retrouver l'ensemble de cette table ronde sur le site France Culture Plus, donc qui est la nouvelle plateforme des savoirs et des nouveaux web médias de France Culture. Et puis je vous invite à prolonger la discussion autour d'un verre de manière plus informelle. Merci beaucoup.